Bravo donc à Bernard Thévenet, vainqueur de ce Tour de France 1977. Tout a été dit sur l'arrivée de ce 64e tour tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Tout a été dit dans l'émission Stade 2. Pour Bernard Thévenet, c'est un peu le tour de la revanche après sa victoire d'il y a 2 ans et la période sombre qu'il a traversée l'an dernier, notamment après le Paris-Nice. Tout cela est oublié maintenant. On espère que l'an prochain, Bernard Thévenet nous réservera une aussi bonne surprise que cette année. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Bernard Thévenet, bravo à nouveau. On ne vous demande pas si vous êtes content, on connaît la réponse. Moi, je voudrais simplement vous poser une question. La fin de ce tour a été quand même quelque peu ternie hier par des rumeurs concernant les problèmes de dopage. Alors très naïvement, je vous pose la question que se posent beaucoup de gens, et je vous la pose à vous, le champion, le vainqueur du Tour de France. Est-ce qu'on peut faire le Tour de France sans rien prendre? Je dois déjà répondre un peu à votre première interrogation. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de cette histoire de dopage. On a parlé de 8 ou de 9 coureurs, alors qu'en réalité, je crois qu'il n'y en a que 4. On a donc déjà exagéré la chose, ce qui est à mon avis extrêmement regrettable. Enfin, pour ma profession, je trouve ça extrêmement regrettable. Pour en venir à votre véritable question, il n'est pas possible de faire un Tour de France seulement en mangeant des carottes râpées et un bon beefsteak le matin. Ça, c'est pas possible. On nous demande de faire des efforts, je ne dis peut-être pas surhumains, mais il faut faire des efforts poussés au maximum. Il faut donc apporter quelque chose de maximum également à l'organisme. Et il faut prendre des vitamines, il faut prendre des reconstituants, des reminéralisants, enfin tout un tas quand je dis tout un tas, plusieurs sortes de médicaments. Alors ça veut dire qu'en tête, vous avez une liste de choses qu'on peut prendre et une liste de choses surtout à ne pas prendre, c'est ça? C'est-à-dire que la bonne solution consiste à avoir un médecin dans son équipe, ce qui est la meilleure des solutions. Il y a effectivement une liste de produits à ne pas prendre, mais la liste elle est extrêmement longue. Il y a, je ne sais pas, peut-être plus de 100 produits. Enfin, heureusement, ils sont classés un peu par famille et par ordre alphabétique, ça permet de s'y retrouver un peu plus facilement. Mais il y a beaucoup trop de produits interdits. Il y a des produits qui sont tout à fait anodins, qu'on peut donner à un enfant de 2 ans et que nous ne pouvons pas prendre. Puis il y a également, je trouve que les sanctions sont mal prises, qu'un coureur soit mis que par erreur se soit soigné un peu avec de l'éphédrine, c'est-à-dire quand il est enrhumé, il peut se soigner avec de l'éphédrine. C'est un produit qui est interdit, qui ne lui apporte pratiquement aucun avantage. Et il a la même sanction que s'il a pris des produits extrêmement nocifs, extrêmement dangereux. Et vous avez craint Non, moi, non, jamais, parce que j'ai un docteur et je savais pertinemment les produits qu'il ne fallait pas prendre et ceux qu'on peut prendre sans danger. Bon, ce soir, vous avez un maillot bleu, mais d'habitude, vous avez le maillot jaune, enfin, pour aujourd'hui, pour cette instant. année. Oui, vous l'avez quitté pour un instant. Et l'année prochaine, alors, on vous retrouve avec le maillot jaune, jamais 203. Oui, j'espère bien, mais l'année prochaine, je pense conduire ma saison autrement cette année. J'ai voulu faire comme les autres années, j'ai voulu faire des classiques en début de saison, mais finalement, ce sont des courses qui ne me réussissent pas beaucoup, des courses où je laisse beaucoup de force et beaucoup d'influx nerveux pour pratiquement rien. Dans notre équipe Peugeot SO, il y a des garçons qui sont, eux, capables de faire aussi bien que moi dans les classiques. Donc je pense que ce serait mieux qu'eux fassent les classiques et moi je me réserve pour les courses à étapes. Bien, Bernard Thévenet, je vous remercie. Vous avez d'autres interviews en vue, c'est la rançon de la gloire. Merci en tout cas et bravo. Et pourvu que ça dure, vous avez raison. L'heure est au bilan à Auch dans le Gers et dans les autres départements du sud-ouest victimes des inondations. Bilan très lourd, des victimes, vous le savez bien sûr, des dégâts matériels qui sont chiffrés sur place à plusieurs centaines de millions de francs. Tandis que la vie normale reprend peu à peu le dessus, je vous rappelle d'ailleurs que le plan Orsec a été levé hier par le préfet du Gers, la population attend les mesures d'aide gouvernementale qui seront décidées mercredi en Conseil des ministres. Devant le gymnase de la ville d'Auch, où s'entassent pêle-mêle les dons en nature qui n'ont cessé d'affluer, des rumeurs de mécontentement commencent à s'élever. Le bilan définitif de la catastrophe dans le Gers pourrait atteindre 500 millions de francs. Et en dépit du courage des Gascons qui n'ont cessé de faire front, la générosité du début laisse place, peu à peu, à l'égoïsme quotidien. Le temps des comptes est arrivé. Le maire ainsi que les adjoints et conseillers travaillent sans relâche. Ils ont déjà distribué 130 millions de centimes provenant des fonds de première urgence alloués par le gouvernement. Mais dans cette ville où un tiers de la population est sinistrée, ce qui représente environ 1500 foyers, on n'arrive pas à contenter tout le monde. Certains même n'ont rien touché. Rien du tout. Pas même l'argent que je suis allée demander, c'est pas même 1000 francs qu'on donne à tout le monde. Je suis seule, enfin j'habitais seule dans la maison. J'ai 83 ans. Vous n'avez rien eu encore? Non, quand je suis allée demander
Les promesses. Les 100 francs, là, on m'a dit que ce n'était que pour ceux qui étaient véritablement sans rien. Les dossiers ont dû être établis très vite. On a essayé de satisfaire les plus touchés et les plus démunis. Alors bien sûr, on a créé des catégories, et malgré la rallonge de 30 millions de centimes et l'afflux à la municipalité des dons en espèces, la tâche des responsables est difficile. L'argent n'est pas inépuisable. Et il serait souhaitable que nous ayons des crédits plus importants qui nous soient alloués de façon à ce que l'ensemble des sinistrés puissent être satisfaits. Et quand vous pensez crédit, vous ne pensez pas aux 100 millions de nouveaux francs qui sont destinés là Non, aux indemnités? absolument pas. Il y a indemnité et secours d'urgence. Nous nous occupons à la mairie d'attribuer les secours d'urgence. Vous n'en avez pas assez là. On en a pas assez. Bien sûr, les contribuables sinistrés pourront prétendre à des remises d'impôts modulées selon les dégâts de chacun. Des crédits seront accordés, mais les facilités restent limitées. Et puis s'endetter encore fait hésiter quand on a déjà des traites élevées. Moi, j'ai un copain qui a une maison qui a été sinistrée, il a déjà passé des experts. Bon, on estime les dégâts à 2 500 000. Mais on va lui donner les 2 500 000 à titre de prêt. Mais comme il dit, le gars, il dit, moi, à titre de prêt, je ne les veux pas, parce que j'ai déjà tout l'argent dans la maison derrière. Alors, si je dois encore ajouter un prêt de 2 500 000 à plus, je préfère vivre sans tapisserie et m'arranger les dégâts au fur et à mesure, et puis c'est tout. Depuis le début, sur le terrain comme dans les bureaux, tout le monde a travaillé dur. C'est peut-être une des raisons de l'abattement qui commence à gagner les habitants et parfois les élus. On peut aller jusqu'à regretter les 2-3 jours qui ont suivi la catastrophe, où tout était pur, encore que l'on était dans la gadoue, mais au moins les gens ne pensaient qu'à ça, s'en sortir le plus vite possible. Mais dès lors qu'on en est arrivé à parler argent, on a vu quelque chose, quelques bricoles qui n'ont vraiment pas été jolies du tout. Après la visite de nombreux ministres, le Gers recevra demain M. Fourcade, ministre de l'Équipement. Une visite attendue car malgré leur dignité, les Gascons comptent beaucoup sur une aide de l'État. Avec nous donc ce soir, Monsieur Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur. Bonsoir Monsieur le ministre, vous avez vu ce reportage. Première chose, on parle de 500 millions de dégâts, j'ai même vu dans une dépêche 1 milliard. Est-ce que vous avez chiffré les dégâts? En tout cas, est-ce que vos services l'ont fait? Eh bien, écoutez, ce ne sont pas mes services qui l'ont fait, ce sont les services des différents départements ministériels intéressés. Ils sont encore au travail. J'ai entendu tout à l'heure le chiffre de plusieurs centaines de millions de dégâts, il m'est apparu raisonnable. Celui d'1 milliard est un chiffre rond qui est tentant, mais qui ne correspond pas à la réalité. J'observe d'ailleurs qu'il a été avancé par la seule formation politique qui ait été indécente dans l'exploitation de cette affaire, je veux dire le Parti communiste. On parle également donc de mesures prises par le Conseil des ministres. Alors, de l'argent? Mais je suis surpris qu'on parle des mesures que prendra effectivement le Conseil des ministres mercredi, et qu'on ait l'air d'oublier que dès le mercredi 13 juillet, 100 millions. Le Conseil des ministres a dégagé 250 millions d'anciens francs à titre de secours d'urgence. Je précise d'ailleurs que 90% ont été versés aux municipalités qui avaient fait un très gros effort pour nourrir et loger les habitants qui étaient démunis de tout dans l'immédiat. Et par ailleurs, 10 milliards d'anciens francs ont été dégagés pour un fonds de secours, indépendamment de tous les prêts à caractéristiques spéciales qui vont s'appliquer aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants, aux entreprises à caractère personnel. Et le Conseil des ministres de mercredi mettra en ordre un certain nombre de procédures. Par exemple, c'est une procédure d'urgence qui sera appliquée pour les calamités agricoles. Par exemple, en ce qui concerne la durée des prêts calamités et leur taux, une mesure interviendra vraisemblablement qui fera de ces prêts des prêts ayant des caractéristiques vraiment spéciales compte tenu de l'ampleur de cette calamité. Alors on se demande, étant donné quand même l'ampleur des crédits qu'il faudra sans doute dégager, s'il n'y aura pas un impôt
d'une manière ou d'une autre, un impôt inondation, après l'impôt sécheresse de l'an dernier? Ou alors, où va-t-on prendre de l'argent? Écoutez, face à une calamité de cette nature, on ne peut pas espérer de l'État seulement la réparation de l'intégralité des dommages. Mais contrairement à ce qui a été dit, avec bonne foi par certains, avec mauvaise foi par d'autres, l'État est décidé à faire un très gros effort et il en a déjà administré la preuve. Mais il y a un grand élan de solidarité qui s'est d'ores et déjà manifesté. Je ne parle pas de l'exploitation politique que j'évoquais tout à l'heure. Mais un certain nombre de quotidiens de la presse régionale ont ouvert des souscriptions. Et nombreuses sont les municipalités qui, telle la mienne par exemple, à Carnac, seront appelées à délibérer sur l'envoi de secours à une association que je remercie, l'association des présidents de conseils généraux, d'avoir bien voulu créer. Un compte a été ouvert à la trésorerie générale de l'Eure. Pourquoi? Parce que le président du conseil général de l'Eure, M. Héon, est président de l'Assemblée des présidents de conseils généraux. C'est le compte 5346 sinistré du Sud-Ouest. Et je souhaite que tous les départements et toutes les communes qui voudront participer au grand élan de solidarité, les particuliers aussi, car l'esprit de générosité n'a pas totalement abandonné le cœur des Français, loin de là, retiennent ce compte 5346 sinistré du Sud-Ouest à la trésorerie générale d'Évreux, car, je le répète, l'État fera beaucoup, il ne pourra néanmoins pas tout faire. Vous mettiez en accusation à l'instant le Parti communiste en parlant d'exploitation politique. On remarque quand même qu'il y a un nombre important de ministres qui vont sur place. C'est assez rare dans des catastrophes naturelles qu'il y ait autant de ministres qui viennent. Est-ce qu'il n'y a pas des arrière-pensées électorales là? Écoutez, je suis content de vous entendre dire qu'il y a beaucoup de ministres, car quand je me suis rendu dans le Gers, avec le plus proche collaborateur du président de la République, qui nous avait demandé de nous rendre sur place dès que les hélicoptères n'avait plus de mission de sauvetage de vies humaines à accomplir, j'ai entendu dire que les pouvoirs publics se désintéressaient de l'affaire. Alors je vois que, suivant les semaines, on assaisonne la critique à une sauce ou à l'autre. En réalité, les ministres qui se sont rendus sur place sont des ministres qui avaient à en connaître. En ce qui me concerne, j'ai la responsabilité de la sécurité civile, j'ai la tutelle des préfets qui se sont conduits dans cette affaire, comme les services de la protection civile, comme les services de police, comme les CRS, comme les équipages des hélicoptères de la protection civile, d'une façon remarquable. Puis, M. Méhaignery y est allé, car l'agriculture a subi des dégâts terrifiants. M. Fourcade y va demain, parce que les ouvrages d'art ont beaucoup souffert. Je voudrais vous poser une dernière question, Monsieur le Ministre, très rapide. Vous êtes ministre de l'Intérieur, votre prédécesseur parlait beaucoup politique, et vous parlez peu politique. Pourquoi? Écoutez, nous ne sommes peut-être pas tout à fait dans la même période politique. On est pratiquement en campagne électorale. Oui, mais enfin, le style est de l'homme même, et j'ai lu récemment dans un livre de Michel Droit qu'André Malraux disait que la principale qualité d'un ministre de l'Intérieur était le silence. Je suis de cet avis. Je vous remercie beaucoup. À l'étranger, la situation reste tendue entre la Libye et l'Égypte. Le fait nouveau, aujourd'hui, c'est l'arrivée impromptue ce matin à Tripoli du président algérien Boumedienne. D'ailleurs, M. Boumedienne est maintenant au Caire. Et on annonce également l'arrivée du président soudanais Nimeri en Égypte. En tout cas, à Tripoli, M. Boumedienne s'est entretenu avec le colonel Kadhafi et Yasser Arafat. Le leader palestinien joue les Monsieur Bons Offices. Il a proposé un règlement prévoyant un cessez-le-feu et des pourparlers entre les deux pays. Cessez-le-feu pas encore appliqué, puisque de nouveaux raids étaient signalés ce matin et même ce soir. De Washington aussi, cette information, des techniciens soviétiques auraient été tués dans une attaque contre une station de radar libyenne. Cela montre que dans ce conflit, il ne faut pas négliger l'influence de Moscou et de Washington, le premier en Libye, le second en Égypte. Des conflits de ce genre, il y en a d'autres, comme vous le voyez sur cette carte, en Afrique. Par exemple,
L'Éthiopie accuse ce soir la Somalie, sa voisine, de concentrer des troupes à sa frontière orientale. Il faut dire que depuis 3 ans, depuis la chute de l'empereur Haïlé Sélassié, Addis Abeba vit dans un régime militaire socialiste très dur. Généralement, les journalistes ne pénètrent pas en Éthiopie. Pourtant, ces jours derniers, une équipe d'Antenne 2 avec Philippe Châtenay et Dominique Merlin se trouvait justement à Addis Abeba. Les images rapportées ont été prises à la sauvette, mais voici cependant ce que nos envoyés spéciaux ont pu constater sur place. Comme la frontière entre la Libye et l'Égypte, l'Éthiopie est un des endroits où Russes et Américains s'affrontent par pays africains interposés. Les nouveaux maîtres marxistes de l'Éthiopie sont menacés tant à l'est par le Soudan, qu'à l'ouest par la Somalie, qu'au nord par les sécessionnistes érythréens. L'étau se resserre, le chemin de fer qui relie Addis Abeba à Djibouti a été coupé il y a quelques semaines. Conséquence, le ravitaillement en essence est devenu si difficile que les voitures particulières n'ont droit qu'à 10 litres par semaine. En fait, le problème éthiopien a 2 aspects. Sur le plan international, c'est un pari soviétique. Si le gouvernement marxiste l'emporte, les Russes contrôleront alors l'accès à la mer Rouge. À l'intérieur, c'est l'existence même du pays qui est en jeu. L'Éthiopie n'est pas une nation, mais un assemblage hétéroclite de 95 ethnies différentes qui ont été unies au cours des siècles par une succession de rois et d'empereurs. Tour à tour, les peuples, les religions, les idéologies éthiopiennes ont été conquérants ou conquis. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la revanche des dominés d'hier sur leurs maîtres. Ce que montre l'histoire éthiopienne, c'est que jamais aucune transition d'un régime à un autre ne se déroulait autrement que dans l'effusion du sang. C'est ce qui se passe aujourd'hui, après l'empire du Négus et avant un nouvel empire. Car pour que l'Éthiopie survive, il faudra qu'il y ait un nouvel empereur, même s'il n'emporte pas le titre. Dans ce pays que tout désunit, seul un empereur pourra maintenir l'union. Les Québécois de Montréal vont entendre tout à l'heure une phrase qu'ils connaissent bien et qui les touche particulièrement. Vive le Québec libre. Des comédiens vont en effet relire le discours prononcé il y a exactement 10 ans par le général de Gaulle et qui avait fait grand bruit à l'époque. Plusieurs cérémonies vont donc avoir lieu pour ce 10e anniversaire au Canada, mais aussi à Colombey-les-Deux-Églises, où les Québécois ont fait dire aujourd'hui une messe à la mémoire du général de Gaulle. C'est que le Québec libre, cela reste toujours 10 ans après d'actualité. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! C'était il y a 10 ans. Depuis, l'idée d'un Québec indépendant a constamment progressé jusqu'aux élections du 15 novembre de l'année dernière qui ont porté au gouvernement de la province M. René Lévesque, chef du parti indépendantiste. Le gouvernement fédéral de M. Trudeau est inquiet et accuse M. Lévesque de vouloir détruire le Canada. C'est évident que si on réussit, on va détruire une certaine forme institutionnelle, en partie en tout cas, en ce qui concerne le Québec, du Canada tel qu'il existe. Mais ça ne veut pas dire de détruire la réalité canadienne. Ça pourrait au contraire être un stimulant qui lui permettrait, dans un nouveau contexte et une nouvelle forme d'association entre le Québec et le Canada, qui permettrait au Canada lui aussi d'avoir un avenir beaucoup plus stable et beaucoup plus prometteur. Le Parti québécois, qui dispose désormais de la majorité au Parlement de la province, recrute la plupart de ses sympathisants dans la partie la moins huppée de Montréal. D'où une tendance social-démocrate de M. Lévesque qui rêve au modèle suédois. Changer de compagnie, tout le monde swing, tout le monde balance et tout le monde danse. Mais la campagne québécoise attachée à ses traditions particularistes est, elle aussi, fidèle à M. Lévesque. Le Parti québécois a promis de soumettre au référendum la question de l'indépendance ou des relations nouvelles du Québec avec le Canada anglais. On saura très bientôt sous quelle forme la question va être posée au peuple québécois, indépendance totale ou autonomie politique avec association économique. Un Québécois de passage à Paris. Bien, nous allons savoir très prochainement si le personnage historique qui était le général de Gaulle avait raison de voir le courant irrésistible du Québec s'acheminer vers une forme d'indépendance par rapport au Canada. Que les Québécois répondent oui ou non au référendum, il reste une chose certaine, c'est que nous ne voulons plus être considérés comme les nègres blancs d'Amérique par le Canada anglais.
En bref, la Chine vient d'adopter le système métrique, cela n'a l'air de rien, mais imaginez quand même la révolution qui va suivre quand on sait que plusieurs systèmes de mesure existent en Chine, le plus courant restant le modèle britannique. L'Espagne a son plan barre. M. Suarez vient de faire connaître son programme de redressement économique. Il comprend des mesures sévères d'austérité et une importante réforme des impôts visant à lutter notamment contre la fraude fiscale. En Espagne, toujours, mais tout à fait autre chose, une histoire comme on en voit dans les films fantastiques. Cela se passe dans un village près de Madrid. Un homme, l'ancien maire, vient de ressusciter. Peut-être pas tout à fait, car il n'était pas mort. Non, il vivait caché depuis 38 ans, depuis le début du franquisme. Et voici qu'il vient de réapparaître dans le village. On est quand même surpris. Des montagnes, à 2 pas du tombeau de Franco, c'est le cadre de la résurrection du mort-vivant de Cercedilla. Un village, 2 générations, celle du souvenir et l'autre. Une boutique et la vieille femme qui la tient, vêtue de noir depuis 38 ans, comme veuve. Car le silence du disparu, son mari, l'ancien maire socialiste du temps de la République espagnole, a duré plus que n'a duré le franquisme. La mort du caudillo ne l'avait pas convaincu de sortir de la tanière où il se terrait depuis la fin de la guerre civile, avec la complicité de toute sa famille. Pero yo he estado 40 años y he sido como si fuera el jefe de una tribu, allá en un sitio perdido del mundo. Es un mundo aparte. Y bueno, ¿qué pasa con los señores que se meten en un convento? ¿Y cuándo usted ha tomado su decisión de salir de la casa? Pues aguardando este momento de que se celebraran las elecciones para ver qué pasaba. ¿Y usted cree que España hoy es una democracia? Está prendida con alfileres, está en marcha, ahora ya depende de muchas cosas y eso que casi no hay otro camino, porque de no ser democracia, ¿qué sería otra vez? Mais à Cercedilla, petit village de vacances où l'on pense plus à se distraire qu'à la politique, l'évocation de l'histoire fantastique de Don Protasio Montalvo laisse les gens plutôt perplexes, sinon les divise. On a toujours cru, ici, dans ce village, quelqu'un qui pensait qu'il était mort, quelqu'un qui pensait qu'il était au Brésil, quelqu'un qui pensait qu'il était à Madrid, ou bien à Paris, ou bien à Bordeaux. Quelqu'un qui a dit qu'il avait vu à Bordeaux, qu'il travaillait à Bordeaux, c'est pas vrai. Il était toujours caché chez lui. Ce n'est pas possible, parce que pendant 38 ans, oui. Ce n'est pas possible de se cacher. Cacher dans sa maison. Dans le village, on dit que votre histoire n'est pas forcément vraie. Es natural, no se lo creen. Como no lo han vivido y el que no lo ha vivido, pues no se creen que una persona puede estar casi 40 años así metido en un sitio. Lo que pasa es que no es lo mismo verlo. Incrédulité ou non, l'histoire que Don Protasio conte aujourd'hui aux journalistes ne surprend pas outre mesure toute une génération d'Espagnols qui se souviennent de nombreuses affaires du même genre au début de la dictature. Sans doute retient-on en Espagne de la fin de cet exil volontaire dicté par la peur, que la peur elle-même a perdu raison d'être et que l'heure de la réconciliation peut ne pas être une vaine parole. Parlons cheval. Hier en Angleterre s'est courue une épreuve importante, les King George Ascot, et c'est un poulain d'origine canadienne qui l'a gagné, The Minstrel. Retenez bien son nom car ce poulain s'annonce comme un crack. Quant à Bellino 2, il s'est classé 2e au championnat du monde des trotteurs aux États-Unis, rien à ajouter. Venons-en donc à notre tiercé dominical. Il se courait à Maison Lafitte. Il a été remporté par Macanzo, le numéro 3, suivi de Valerina, le 5, et de Brézol, le 20. Une belle course. Il reste 1000 mètres à parcourir. Les 20 concurrents du prix du Pérez sont bien groupés sous la conduite de Valerina, le 5, qui mène depuis le départ. Pour aborder le dernier tournant, Valerina a toujours l'avantage, suivi de Willfield, Nopala, Le Paddock et Quintero. Rien n'est joué, tout reste à faire. Valerina, bien calée le long de la corde, aborde la ligne droite, toujours suivie de Willfield et Nopala. À mi-ligne droite, Valerina ne veut pas s'avouer vaincu. Willfield et Nopala se montrent très menaçants. Quintero, lui, faiblit nettement. Par contre, le long de la corde, Macanzo, le 3, qui va très facilement, cherche le passage. Le sprint est réellement lancé. Valerina se défend magnifiquement, mais Macanzo va surgir et en quelques foulées, il va se détacher. Complètement à l'extérieur, Brézol, le 20, termine très fort. Macanzo permettra à l'excellent entraîneur Piero Pola et au jockey Alain Badel de remporter une nouvelle victoire.
Valérina, très courageuse, restera deuxième et Brézol troisième. Le tiercé, le 3, le 5 et le 20. Je vous propose 4 minutes 35 de bonheur. C'est un peu plus que ce que vous offre d'habitude Sylvie Vartan. 4 minutes 35 de bonheur garantie. D'ailleurs, cela vient des États-Unis. Vous venez de vous marier et vous voulez la recette pour pouvoir être heureux à coup sûr, dans l'immédiat. Pas de problème, suivez le guide. Girls, would you like to see one more? Going all the way down. Guys, make a big circle. Girls, stand right behind your husbands. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, jeunes mariés américains, vous êtes ici pour vous divertir, pour vous aimer. Je suis votre animateur. Ici, aimez-vous. Nous nous chargeons du reste. Ainsi parle, ou presque, chaque soir, l'animateur Billy aux 200 jeunes couples mariés de fraîche date et qui ont choisi de passer une semaine ici. Ici, vous entrez, nous entrons au pays de l'amour, en Pennsylvanie, dans une poche de verdure, au milieu des mines de charbon de l'État le plus industriel de la côte Est. Oui, vraiment, nous sommes bien à Cove Haven, qui peut se traduire par la crique du ciel, ou encore, en français, le 7e ciel. Lovely. Beautiful. Very nice. Yes. My father's from Ireland, sir. and my mother's from America. Where are you living? In New York. Brooklyn. Brooklyn. Mariés le samedi à Brooklyn ou à Chicago, là où la vie est âpre, les petits-enfants des émigrés siciliens ou irlandais arrivent ici le dimanche. Une lune de miel d'une semaine pour 3000 francs, où ils vont retrouver d'autres couples, mariés eux aussi depuis la veille, et même ceux qui célèbrent 20 ans de vie conjugale. C'est la saison haute en ce moment à Cove Haven, et au mois d'août, on affichera complet. Jeunes couples heureux, donc sans histoire, qui trouvent ici les images du paradis vantées par la publicité des magazines, piscine, tennis, chambre, tout compris. Votre chambre vous plaît? Énormément, énormément. Ah oui. Le bain, Bien surtout. satisfait. Like that. Got him, Nancy? Like that. Yeah. He's not so heavy, is he? Hey. That's not Mais la lune de miel, c'est la chambre. Et Dieu lui-même ne voit là aucune trivialité. Les Américains non plus. Et Cove Haven n'est pas le lieu pour philosopher sur le sexe des anges ou sur l'Amérique pudique qui reçoit pourtant la télévision dans son lit. Le photographe maison est là, lui aussi, presque 24 heures sur 24, car il faut surtout fixer ces instants de bonheur de Nancy et Arthur. Et Joe et Marilyn? Eh bien, lui est mineur de fond ici en Pennsylvanie, elle est institutrice, ils se sont mariés et ils ont décidé de venir ici. Ici pour passer leur lune de miel. Et naturellement, première surprise, la grandeur du lit. And what about the bed? The bed? Yeah. It's a nice bed. Superb. 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 1, 2, 3. Gorgeous! La joie. Clic, clac. Et le bonheur dans une baignoire aussi vraie et rose qui fait naturellement chavirer les cœurs. Il restait toutefois quelque chose à ajouter, c'est que pendant 2 jours, l'équipe d'Antenne 2 a vécu dans des chambres qui ressemblent à celle-ci. Mais sachez combien il est difficile de vivre seul dans une chambre comme celle-ci, au royaume des lunes de miel. Eh oui, nous compatissons. Le temps demain sera en gros
comparable à celui d'aujourd'hui. Dans le nord-ouest, nuages et fraîcheur. Dans les régions méditerranéennes, chaleur et soleil et une légère tendance orageuse en soirée. Entre les deux, eh bien, vous avez le choix, nuages, pluie et quelques orages, principalement des Vosges au Jura et au bassin aquitain. Le point final de l'actualité de ce dimanche à 23h10 avec Pierre Alain. Toute l'équipe du journal d'Antenne 2 vous souhaite une excellente soirée et bon courage à ceux qui reprennent le travail demain.